Cette semaine, la science-fiction s'invite dans Story Classique avec La planète des singes. Nous vous ferons découvrir un film et un auteur qui puise ses références dans un cinéma luxuriant pour nous offrir une fable hypnotique, Les Garçons Sauvages. Ça m'étonne pas de lui. Et on terminera avec celui qui filme l'amour comme le mystère du couple, Benoît Jacot. Je suis venu pour te tuer. Tu me feras toujours rire. 9 films, 2 séries télévisées, 6 décennies de présence à l'écran, des centaines de figurines collector et de comics, des fans et des entrées qui se chiffrent en millions, un seul nom, La planète des singes. À l'occasion de la diffusion sur OCS des films des années 60 et 70, qui forment la matrice originelle de la guerre entre l'homme et le singe, décollons et explorons. Visitons une planète des singes bien plus riche qu'il n'y paraît, au premier abord. Attention, spoiler. À l'origine, il y a un roman de science-fiction publié en 1963 par l'écrivain français Pierre Boulle. L'histoire de 3 hommes qui explorent une planète lointaine similaire à la Terre, où les grands singes sont des espèces dominantes. Le producteur américain Arthur P. Jacobs se passionne pour cette histoire et porte à bout de bras un projet d'adaptation dont personne ne veut, et qui pourtant à sa sortie en 1968 change tout, comme nous l'explique Romain Nigita, grand connaisseur de cette saga. Le premier film, La planète des singes, a prouvé qu'on pouvait faire de la science-fiction sérieuse avec des grands acteurs hollywoodiens. Charlton Heston va faire ce pari, il va le rééditer par la suite avec donc des films comme Soleil vert et Le Survivant, et ça va prouver qu'on peut commencer à prendre au sérieux la science-fiction. Alors, ça ne va pas terminer le travail, il faudra vraiment Star Wars 9 ans plus tard pour achever ça, mais on est justement dans une période de transition entre le film de drive-in et le film de grand studio. Charlton Heston est ravi, son producteur aussi. Avec un budget de moins de 6 millions de dollars, le film en rapporte plus de 30. Succès donc, particulièrement auprès du jeune public, ce que personne n'a vu venir. Le personnage principal, Taylor, joué par Charlton Heston, est complètement misanthrope. Il fuit la Terre car il pense que l'humanité va se détruire. L'ambiance est totalement angoissante, que ça soit par la première apparition des singes dans le champ pendant la chasse aux humains au début du film, quand Taylor croise l'un de ses anciens compagnons astronautes qui a été trépané. Taylor se fait quand même torturer par les singes. Il y a des scènes de vivisection, même s'il n'y a pas de gros plans. Il y a quand même des singes qui dissèquent des humains. La fin est absolument monstrueuse quand on y pense et qu'on comprend que l'humanité est morte dans un holocauste nucléaire. Donc c'est pas du tout ni un film amusant, ni un film pour enfants, ni un film feel good. On peut absolument pas dire ça. I told you not to bring the other one. He wouldn't leave her. Oh, all right. Come on. Une suite sort en 1970. Puis une autre dès 71, puis une autre et encore une autre. Le budget est à chaque film un peu plus mince et chaque histoire est envisagée comme la dernière, une saga totalement improvisée donc. Rod Serling et Michael Wilson, qui écrivent le scénario de ce premier film, n'envisagent absolument pas les films suivants. Et c'était la même chose à chaque film. Quand le deuxième est écrit, le troisième, etc., on n'envisage absolument pas qu'il peut y avoir une suite. C'est pour ça d'ailleurs que le deuxième se termine par l'explosion de la Terre. Alors, La planète des singes se nourrit de peurs post-apocalyptiques, évidemment. C'est la bombe nucléaire, ça anticipe tous les films à la Mad Max, bien évidemment. On est un peu au début de ça, comment le futur peut devenir cauchemardesque, alors que jusque-là, on était dans un futur fait de vaisseaux spatiaux, de robots gentils. On sortait à peine du côté extraterrestre, peur du communiste, avec les films comme L'invasion des profanateurs de sépulture. Donc là, on est dans autre chose, on est comment l'homme va se détruire lui-même. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on retrouve, même en termes de mise en scène, en termes de dispositifs scéniques, on retrouve des scènes qui rappellent le macartisme. Notamment le procès de Taylor face aux 3 orang-outans, c'est vraiment un renvoi à ce qu'on avait à Hollywood dans les années 50 avec des acteurs sommés de s'expliquer face à un comité et de répondre à des questions totalement absurdes. C'est ce qu'on a quand Taylor doit quasiment répondre des crimes de l'humanité et du fait que l'humanité est dangereuse face au harcèlement, quasiment l'inquisition des orang-outans. Sir, perhaps the question is the point at issue. Is he a man? Is he deviant or a freak of nature? Objection.
Politique, sombre, glauque, la saga de la planète des singes est tout cela, mais elle est aussi pédagogique. Et oui. La planète des singes est là pour expliquer ce qu'est l'évolution, le fait qu'un jour l'homme est apparu et peut-être qu'un jour l'homme va disparaître. Donc c'est quand même quelque chose qui fait se sentir tout petit quand on réalise ça, quand on voit ce film-là. Et là, on a quand même un film hollywoodien à grand budget qui vient expliquer aux spectateurs d'un nom, vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'une anecdote à l'échelle de l'histoire des temps. C'est quand même franchement culotté de faire ça. Bertrand Mandico. Cet homme a sans doute réalisé le film le plus fantastique, étrange et onirique vu ces derniers temps. Coup de cœur de ce début d'année, Les Garçons Sauvages conte l'histoire de 5 garçons de bonne famille qui commettent un crime et embarquent sur un bateau sous la houlette d'un capitaine embauché pour les mater. Mais la croisière ne va pas vraiment s'amuser. Je peux transformer n'importe quel garçon violent en être docile et civilisé. J'ai mes méthodes. Hallucinations fantasmagoriques, rêveries sensuelles et sensorielles, Les Garçons Sauvages nous entraînent dans la jungle luxuriante où la métamorphose des genres va s'opérer jusqu'à la dernière goutte de sève. Ultra cinéphile, le réalisateur de ce conte érotico-fantastique partage avec nous son imaginaire et ses inspirations de Werner Herzog à Peter Brook. C'est vrai que la tropicalité en noir et blanc, je trouve ça complètement fascinant. Chez Brook, c'était les jeunes garçons sur une île qui ont un rapport magique avec cette île. Il y avait aussi Soykuba qui m'a énormément marqué, la façon dont les palmiers deviennent incandescents. Chez Kalatazov, je trouve ça assez magique, quoi, la façon dont il filme les champs de canne à sucre, etc. Donc j'ai beaucoup regardé de films en noir et blanc, les jungles en noir et blanc, parce que je les trouve beaucoup plus attractives en noir et blanc. C'est comme si le vert nous polluait. On n'arrivait même plus à voir la jungle, tellement le vert nous occupe l'image, quoi. Donc ce rapport extrêmement graphique à la jungle, oui, c'est forcément été nourri par tous ces films-là, quoi. Ça sent la tempête. Moi, je trouve que ça sent l'huître. Nous sommes sur une huître, démesurée. Et je suis sa perle. Dès l'écriture, j'imaginais le film en noir et blanc. Donc pour ces raisons de jungle graphique, et en même temps c'est une façon de pouvoir faire cohabiter des plans en studio, des plans en décor naturel, le noir et blanc faisant le liant, quoi, entre toutes ces séquences tournées dans des lieux disparates. Mais j'avais vraiment une envie de couleur, et la couleur dans un contexte noir et blanc est encore plus forte, quoi, jaillit de façon encore plus puissante. J'avais en tête les films de Wakamatsu. Wakamatsu, pour des raisons d'argent, il n'y avait pas les moyens de tourner totalement en couleur, faisait des films à caractère érotique et politique avec des séquences couleurs choc, quoi. J'appelle ça la couleur racoleuse. Des séquences qui jaillissent à un moment donné quand on s'y attend pas, à des moments où il y a des scènes assez sexuelles ou assez violentes. Donc j'avais été marqué par ces intrusions de couleurs dans le noir et blanc. Donc je voulais avoir le même effet, mais je ne voulais pas que le spectateur puisse anticiper sur les moments colorés, c'est-à-dire attribuer la couleur au rêve ou attribuer la couleur au fantasme. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé de travailler sur les tensions dans le film, et à un moment donné, je sentais comme des montées de sève dans le récit, et je me disais là, il faut que la couleur jaillisse à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai construit les moments colorés dans le film, comme des pulsions que je ressentais par rapport à l'équilibre du récit. Et j'ai l'image comme ça, quand je visualise le film, d'un arbre noir avec des fruits colorés, quoi. Hubert leur raconta plus tard son aventure. Le sein du capitaine qui pointait sous sa chemise. Et surtout, sa rencontre avec Séverine. Ce que j'aime chez Herzog, c'est son côté un peu trip, quoi. Les premiers plans d'Aguirre sont complètement hypnotiques. C'est cet enlisement aussi que j'aime beaucoup. C'est ce rapport vraiment à la matière, à la boue, parce que la jungle va avec la boue. Cette façon d'entraîner les acteurs dans un endroit hostile, et comment les personnages se démènent par rapport à ça.
Je trouve ça très intéressant, mais en même temps, j'aime bien le studio et le côté années 50 et 60. Donc j'essaye de panacher ça, quoi, d'avoir à la fois un rapport physique au décor naturel et puis aussi avoir des séquences de studio. Et ces séquences de studio deviennent extrêmement physiques, puisque les scènes de bateau que j'ai pu tourner, c'était en hiver en France. L'eau qui était balancée sur les actrices, glacée par geyser, comme ça, c'était très, très physique. Soyez audacieux, partez à l'exploration des garçons sauvages, un film à la croisée des genres, entre hommes et femmes, entre David Lynch et Werner Herzog, où la réalité magique est la seule réalité opérante. Après les rituels de Versailles, dans Les Adieux à la Reine et son mélo amoureux de 3 cœurs, Eva, le nouveau film de Benoît Jacquot, nous plonge dans un polar mental. Adapté de l'écrivain James Hadley Chase, dont le réalisateur américain Joseph Losey avait déjà tiré en 1962 une version cynique et démoniaque, ressort sur les écrans dans une copie restaurée éclatante. Aujourd'hui, Jacquot en tire une histoire différente, mais toujours articulée par des rapports de domination et de servitude entre un homme et une femme, à la différence près que cette fois-ci, c'est l'homme incarné par Gaspard Ulliel qui est le moteur de l'intrigue. Bonjour Benoît Jacquot. Bonjour. Eva est un jeu étroit entre la mystification et la réalité, entre le double et la vie cachée. Chez quel metteur en scène vous retrouvez ce trouble? C'est surtout la façon qu'avait cette part hollywoodienne des cinéastes, qui est celle des cinéastes exilés. Donc vous pensez à Lubitsch? Je pense à Lubitsch, ça c'est un Berlinois, mais je pense à Lubitsch bien sûr, parce que même l'humour de Lubitsch, sa façon de pratiquer l'art de la comédie, c'est extrêmement troublant, toujours extrêmement curieux, à la limite d'un certain mauvais goût, que Wilder d'ailleurs a repris ensuite et a lui exploité radicalement. Quand on parle d'Eva, votre actualité, ça nous renvoie à James Hadley Chase, ça nous renvoie à Joseph Losey. Qui est Joseph Losey pour vous? Je lui dois une grande part de mon désir de cinéma, ça c'est certain. C'est un des premiers metteurs en scène que j'ai tout de suite considéré comme grand. Ça s'est fait par le biais de la cinémathèque que vous pratiquiez, ou ça s'est fait par le truchement de quelqu'un qui vous a amené à Losey? La volonté chez quelques jeunes cinéphiles de mettre Losey au pinacle a correspondu à peu près au moment où je me suis mis à vouloir faire du cinéma. Et votre introduction à Losey, elle se fait par Eva, elle se fait par The Servant, elle se fait par quel film? Le film, c'était un film anglais, donc après son exil américain, qui s'appelait Gypsy and Gentleman. C'était avec Melina Mercouri et Patrick McGowan. Voilà. Votre fascination du cinéma, elle ne vient pas de la salle en elle-même. Elle vient des images que vos parents vous racontaient quand ils allaient voir des films. Quel est le film qu'ils vous ont raconté qui a le plus sollicité votre imagination? Tout de suite, je dirais La mort aux trousses, North by Northwest, que je me suis fait raconter comme un conte pour enfants. Jusqu'à ce que je le voie des années après, et que je vois comme en songe le film que ma mère, essentiellement ma mère, avait pu me raconter. Ce qui unifie vos films, c'est qu'ils sont tendus par une force commune, qui est le désir. Chez quel cinéaste vous retrouvez ce plaisir de vous enivrer du désir? Est-ce que c'est chez Antonioni? Est-ce que c'est chez Philippe Garrel? Oh, Philippe Garrel, c'est marrant que vous citiez ce nom-là, parce que Philippe Garrel, c'est quasiment un ami d'enfance. C'est quelqu'un avec qui j'étais très lié quand on avait 16 ans, 17 ans, et qu'on parlait de devenir cinéaste et de comment le devenir. Et d'ailleurs, on n'avait pas du tout la même idée des façons d'y arriver. Chez Eva, c'est le désir qui est fait de ce mystère entre la relation d'un homme et d'une femme. D'ailleurs, il y a un mot que j'aime beaucoup
de vous qui dit « Moi, je filme le malentendu qu'il y a entre un homme et une femme. » C'est autre chose, mais le malentendu est une cause de désir. Et une cause de désir. Donc voilà, donc, chez quel cinéaste vous pourriez retrouver ça, ce malentendu qui organise le désir? Si on part du malentendu comme vous le faites, on peut dire qu'il y a le malentendu classique qui serait quasiment accompli chez quelqu'un comme Ophuls et un malentendu moderne qui serait celui d'Antonioni. Par exemple, moi, le film d'Antonioni que je préfère, on dit toujours l'Aventura ou la Notée, moi je préfère l'Éclipse. Ophuls, on cite toujours La Ronde ou Madame 2. Et je préfère beaucoup aussi de Ophuls ces films américains, que je trouve Côte, qui est un film absolument admirable. Voilà, ça, vous voyez, qu'on connaît peu finalement. Votre apprentissage dans le cinéma, Benoît Jacquot, il se fait avec un grand metteur en scène français, Marcel Carné, et ce film Les Jeunes Loups. Qu'est-ce qu'il vous reste de cet inventeur du réalisme poétique? Il m'en reste des anecdotes. Marcel Carné, à ce moment-là, était un homme qui survivait à sa réputation. Et Carné, quand j'ai été un de ses assistants, vivait son état de survivance avec une véritable amertume. Et ce que j'ai appris de Carné, en le voyant faire, c'est comment cette amertume dont je parle est un piège qui guette tout cinéaste qui a réussi quelque chose à un moment et qui y survit, ce qui est quand même le cas de pas mal, et qui les enferme dans une sorte de piège. Merci beaucoup, on aurait voulu continuer un peu, mais voilà, c'est super. La semaine prochaine, on se réjouit d'accueillir Arnaud Desplechin pour parler de son cinéma et de ses fantômes. Et nous célébrerons Federico Fellini avec la sortie luxueuse du DVD Fellini Roma. A presto, amici!